Lowe's knows that no matter your paint or stain project, saving is at the top of your to-do list. Save now with buy one, get one half off select paints, stains, and primers from top brands like Valspar, HGTV Home by Sherwin-Williams, and Cabot via Visa gift card rebate. Find more Memorial Day deals now at Lowe's. We help, you save. Selection varies by location. While supplies last, discount taken at time of purchase. See sales associate for details. Offer valid 5/15 through 5/28. Salut à toutes, salut à tous. C'est la plus longue étape de ce Giro aujourd'hui, cette 6e étape qui arrive dans les rues de Naples et qui part de Potenza, 228 km. Dans Naples, en général, on a le droit à un sprint et aujourd'hui, on s'attend encore à ça. Mais il existe, comme toujours d'ailleurs, un petit espoir pour l'échappée. D'autant plus quand les étapes sont longues et quand le début est vallonné comme aujourd'hui. On a 2 ascensions répertoriées, de très longues ascensions, 19 km à 4% et 15 km à 2%. Donc c'est pas les plus pentus, donc ça posera pas des soucis pour les échapper, pour les passer, mais ça pourrait leur permettre de prendre un peu leur distance avec le peloton. Le problème, c'est que des sprints sur ce Giro, il n'y en a pas des masses et que les sprinteurs, ils sont nombreux à ne pas avoir gagné, ont très certainement coché cette étape comme une potentielle victoire des équipes comme l'Alpecin de Koenig, comme la Decathlon, comme la Cofidis par exemple, qui n'ont pas de coureurs pour le classement général, qui ont tout misé sur Sam Bennett, sur Caden Groves ou sur Milan Fretin, et ben ils vont vouloir à tout prix terminer au sprint et travailler. Peut-être aussi la Lidl Trek de Mats Pedersen qui va vouloir continuer sa razzia. On a bien sûr Olaf Koy qui est un des grands favoris du jour, et tous les autres sprinteurs, Gerben Tiersen, Casper Van Hunden, vainqueur il y a 2 jours, Michael Zaliard, Max Kanter, Corbin Strong, Lewis Saola, Filippo Fiorelli, Giovanni Lonardi, Mateusz Govekar, Luca Mozzato, ils sont nombreux encore aujourd'hui à aller espérer une victoire et donc ça complique forcément les espoirs de l'échappée. Ça dépendra de qui il y a dans l'échappée et de combien ils seront pour savoir s'ils ont une chance de s'imposer. Il y a 2 ans, on avait eu Simon Clark et Alessandro De Marchi qui avaient été repris à 300 mètres de la ligne dans les rues de Naples d'une étape remportée par Mats Pedersen. Alors est-ce qu'on aura un scénario similaire aujourd'hui ou est-ce que les échappés réussiront à résister 300 mètres de plus pour s'imposer? Eh bien, c'est ce qu'on va savoir tout de suite sur cette 6e étape du Giro. Chute de Bellocchi, juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Les 5 premiers kilomètres sont à 4% de moyenne. Ça commence donc direct en montée. Est-ce que ça pourrait être la rampe de lancement de l'échappée? Allez, c'est un coureur de l'Ineos qui est le premier à attaquer. C'est Josh Tarling, il me semble, qui est le premier à attaquer. Il est suivi par Taco van der Horn, Lorenzo Fortunato. On a 8 coureurs là qui sont sortis d'un coup. Coureur de la Movistar. Je vois 2 coureurs de la Bardiani, ça y est, qui cette fois-ci sont à l'avant. Coureur de l'Arkea. Il n'y a pas de coureur de la Polti Visit Malta. Et du coup, voilà, il y a un coureur de la Polti Visit Malta qui tente de immédiatement réagir parce qu'il se dit hop, si c'est 8 là qui sont partis directement, on sera pas devant, c'est pas dans leur habitude. Il y a un coureur de la Giacomo Alula aussi, je crois que c'est Luke Plap, c'est Andrea Pietrobonne, lui qui est sorti pour la Polti Visit Malta. Mais il y a d'autres coureurs, qui attaquent. C'est pas les équipes de sprinteurs qui roulent derrière pour tenter de revenir sur cette échappée, c'est d'autres coureurs qui veulent prendre l'échappée. Allez, ils étaient trop nombreux, il y a même Jay Vine qui les avait rejoints et du coup le peloton qui est reparti. Je crois que Jay Vine, là, il a remis une attaque juste au moment où le peloton revenait. Ouais, Jay Vine va être dans l'échappée. Ça, c'est inattendu. Un nouveau groupe de 4 coureurs qui est ressorti avec encore Tarling, avec encore Fortunato, avec Luke Plap, il me semble encore, et un coureur de la Bardiani. Mais la Polti, Arkea qui ne sont pas dedans, réattaque derrière. Il y a 3 coureurs qui d'un seul coup viennent de les rejoindre. Ouais, mais ça suit derrière hein, le peloton et ça va se battre. Ça va se battre beaucoup. Ils sont 7 désormais devant. Je crois que c'est Rémi Rochas qui est arrivé pour la groupe FDJ avec un autre coureur de la Giacomo Alula et un coureur de la Polti Visit Malta. Et derrière, il y a encore des attaques. Un coureur de l'Arkea avec Jay Vine qui suit l'attaque de l'Arkea. Jay Vine, j'arrive pas à savoir ce qu'il veut exactement. C'est Svestad Bartseng, le Norvégien de l'Arkea BNB Hotel qui attaque. Mais ces attaques ont plutôt tendance à amener le peloton là dans l'aspiration. Ils vont revenir sur le peloton de tête là parce que sur le groupe de tête, puisqu'ils sont 9 désormais. Et 9 c'est trop. 9 c'est beaucoup. Pour l'étape, pour l'intérêt de l'étape, ce serait évidemment génial. Mais pour les équipes de sprinteurs, ça leur plaît pas du tout. Surtout s'il y a Tarling devant. Le peloton qui est en train de revenir sur ce nouveau groupe de 9. C'est un coureur de la Lidl Trek qui est en tête du peloton. Donc c'est encore l'équipe de Mats Pedersen qui travaille. Et derrière, on a même des coureurs un petit peu lâchés. Moi, Matteo Moschetti là, à l'arrière. Bram Velten, le lanceur de Casper Van Hunden.
On a Alexander Krieger pour la Tudor, des coureurs qui, forcément, ça commence à monter. On est toujours dans ces 5 premiers kilomètres à 4%. Et du coup, ils sont déjà en train de lâcher. Alors bon, il leur reste 223 km pour revenir. Donc il n'y a pas de souci. Ils rentreront une fois que la course se sera calmée. Mais quand se sera-t-elle calmée? Le peloton est en tout cas de nouveau groupé. Les échappés ont été repris. Et direct, une autre attaque avec encore Lorenzo Fortunato qui est dedans. Encore un coureur de la Jayco Lula. C'est Ben Turner qui est là pour la Lineos cette fois-ci. Il y a un coureur de l'Arkea et un coureur de la Soudal Quick-Step, qu'on n'avait pas encore vu. Soudal Quick-Step, ils n'ont pas le manié pourtant comme sprinter. Donc c'est assez étonnant de voir un coureur à l'avant. Ça peut juste leur permettre de justifier qu'ils ne travailleront pas pour revenir sur l'échappée. Allez, un coureur de la Bardiani qui tente de faire le jump pour revenir. Bardiani, il veut l'être devant aujourd'hui. Et il a jumpé facilement parce qu'ils sont vraiment juste devant le peloton. Hein. Ils n'ont pas fait d'écart du tout. Ils sont 6. Le peloton derrière qui quand même fait un petit mur, un petit barrage. Il va peut-être accepter de laisser partir ces 6-là. Les équipes de sprinteurs qui font un gros barrage là. La route est assez étroite. Et donc pour l'instant, il laisse personne d'autre sortir. Et on a peut-être notre échappée du jour là avec 6 coureurs. Le coureur de la Bardiani qui s'en est sorti vraiment la dernière seconde. Sorti au bon moment pour reprendre les 5 hommes qui étaient en tête. On a la Polti Visit Malta qui n'est pas représentée à l'avant et qui voulait clairement prendre l'échappée. Par contre, les autres équipes sont plutôt là. On a un Jayco, on a un Ineos, on a un Arkea, un Bardiani et on a un Soudal Quick-Step. C'est Joseph Cerny qui est là pour la Soudal Quick-Step, un bon rouleur en plus. Le carré fait pour les 6 hommes de tête en tout cas. On y retrouve donc Lorenzo Fortunato qui était de toutes les tentatives. Hein. Le leader du classement de la montagne qui voulait vraiment être devant. Il est là donc avec Joseph Cerny de la Soudal Quick-Step. Ben Turner pour l'Ineos. Pour la Jayco Lula, c'est Félix Engelhardt, l'Allemand qui est là. Finalement, Luc Plapp qui avait l'air motivé, qui a fait plusieurs tentatives. Mais c'est Félix Engelhardt qui a pris l'échappée. On a Manuele Tarozzi qui est là, l'inévitable Manuele Tarozzi pour la Bardiani. Et puis pour l'Arkea BNB Hotel, c'est finalement Michel Ries, le luxembourgeois. On a donc ces 6 hommes qui ont 30 secondes d'avance d'un seul coup sur le peloton. Mais dans le peloton, il y a encore des coureurs qui tentent de sortir. Hein, parce qu'ils sentent bien que c'est l'échappée la bonne. Il reste 30 secondes, donc il y a encore une possibilité de revenir. Surtout que là, on est désormais dans une longue descente. On a fini l'ascension, longue descente, puis une passage de vallée. Ensuite, ça sera la première ascension du jour, la Valico di Monte Carruozzo et ses 20 km à 3,7% de moyenne. Il n'y a qu'un autre coureur qui a réussi vraiment à sortir du peloton, c'est Lorenzo Germani pour la Groupama FDJ. Il a réussi dans cette descente à s'extirper. Derrière, on a vu Josh Tarling tenter d'attaquer, mais Josh Tarling, il a déjà Ben Turner devant. C'est le meilleur rouleur du peloton, voire du monde. Et donc là, clairement, les autres équipes ne voulaient pas laisser sortir Tarling. C'était d'ailleurs un petit peu étonnant de voir Tarling faire son numéro là. Et d'ailleurs, il continue encore. J'ai l'impression que c'est pas très logique. Il est limite en train de travailler sur son partenaire Ben Turner qui est devant. Lorenzo Germani, il fait un bon boulot. Il n'a plus qu'à 8 secondes de retard sur l'échappée. Il devrait rentrer sur les 6 hommes de tête. Ils sont donc 7. En tête du peloton, c'est toujours Josh Tarling qui fait la descente à fond. Est-ce qu'il est au courant qu'il y a Ben Turner devant dans l'échappée ou on lui a pas dit et il essaie de la prendre? C'est très bizarre, très bizarre ce qu'il fait Josh Tarling là. C'est incompréhensible ce qui se passe là. Josh Tarling qui continue d'attaquer alors qu'il a Ben Turner devant. Et qu'est-ce qu'ils essayent de faire, l'Ineos Grenadiers? Ils essayent de mettre 3 coureurs devant parce qu'avec Josh Tarling, il y a aussi Lucas Hamilton et il y a 3 autres coureurs qui ont suivi. C'est Matthias Vacek de la Lidl Trek, Jan Tratnik pour la Red Bull Brandsro et Davide Formolo pour la Movistar. Je comprends pas là. Et Ben Turner du coup, on le voit dans l'échappée là, il roule plus, il parle à l'oreillette, il dit mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois vous attendre, mais est-ce que le peloton va vraiment laisser partir 3 Ineos? Ça paraît peu probable. Le peloton va se mettre à rouler de manière terriblement. En plus, il y a Matthias Vacek qui est très bien classé au classement général avec eux. Je sais pas ce qu'ils essaient de faire là. Ineos, c'est vraiment très étonnant, mais du coup, pour l'instant, ce que fait Tarling est assez contre-productif parce que le peloton roule à fond désormais. Il risque de revenir sur les 7 hommes de tête, et puis finalement être repris par le peloton juste après. Donc là, on pensait que l'échappée était faite, mais l'improbable action de Joshua Tarling est en train de casser tout ça. Mais alors là, l'Ineos nous fait un coup improbable là. Et ils sont en train de revenir. Hein. Ils sont en train de revenir, le quintuor là avec Joshua Tarling, mais le peloton est juste derrière. Ils ont eu jusqu'à 50 secondes, les 7 hommes de tête, ils étaient partis tranquillement. Puis Josh Tarling a fait cette folie dans la descente. Et ils reviennent et le peloton est juste derrière et j'ai l'impression que ça va tous se regrouper quoi. Ça va tous se regrouper. Il y a des coureurs qui doivent être dégoûtés devant là. Déjà Ben Turner, je suis pas sûr qu'il soit très content d'avoir vu Tarling faire ce coup. Mais alors des coureurs comme Lorenzo Fortunato, et même en fait tous ceux qui ont pris l'échappée, qui pensaient la chose faite, et ben non. Là le peloton est juste derrière eux. On a un échappé de 10. Ouais, c'est n'importe quoi. C'est la Visma Is The Bike qui roule derrière.
à fond. Bon, ça a peut-être donné la chance à des équipes qui n'étaient pas devant de prendre l'échappée au final, parce que là, ça y est, ça va être repris. C'est de nouveau groupé, et du coup, il y a Joseph Cerny qui remet une attaque. Là, il faut tout recommencer. Improbable. Et les Ineos, là, bon, voilà. Ils ont roulé sur leur propre coureur. Là, va falloir discuter, hein, parce que ça, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire, mais ça n'a clairement pas marché. Bon, alors il y a 2 coureurs qui ont réussi finalement à ressortir là. C'est Taco van der Horn qui est le grand gagnant de tout ce mouvement de la Ineos, et l'Intermarché Venti qui n'était pas devant, accompagné d'Enzo Paleni pour la Groupama FDJ. Pas Lorenzo Germani qui était dans la première, désormais c'est Enzo Paleni. C'est les 2 seuls qui sont sortis. Le peloton qui fait de nouveaux barrages, et personne d'autre qui veut sortir. Les Ineos qui n'essayent pas de ressortir. On avait une super échappée de 7 coureurs. Et là, on se retrouve avec 2 coureurs. C'est mission impossible. C'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, les Ineos? C'est incompréhensible. Mais qu'est-ce que... Alors, Ineos Grenadier, acte incompréhensible numéro 3. Lucas Hamilton qui sort du peloton. Lorenzo Fortunato qui a décidé de suivre ce mouvement. Problème, les 2 hommes de tête, Taco van der Horn et Enzo Paleni, ont 3 minutes d'avance. Donc là... Pour revenir sur les 2 hommes de tête, ça va être au prix d'un terrible effort. Lorenzo Fortunato, il a décidé de suivre parce qu'on s'approche tranquillement de la première ascension du jour. C'est une colle de 2e catégorie en plus, il y a des points à prendre. C'est sûrement pour ça qu'il y allait. Bon, on est encore à une quinzaine de kilomètres de ce sommet. Avant ça, il y aura un sprint intermédiaire où arrivent d'ailleurs les 2 hommes de tête. Mais bon, là, Lucas Hamilton, il a décidé de sortir. Ça fait tard, ça fait longtemps qu'ils sont partis les 2 autres. On est à 185 km de l'arrivée. Mais je pense qu'ils ont dû se faire un petit peu houspiller dans le peloton par beaucoup de monde, là, les Ineos, en disant bon, ça, on avait 7 échappés devant, on allait faire rendre la course difficile à toutes les équipes de sprinteurs. Pourquoi vous avez fait ça? En plus, vous aviez votre sprinter Ben Turner qui était devant, donc c'était parfait pour vous. Qu'est-ce que vous êtes allé et ils ont dû se faire engueuler par tout le monde, sauf par la Visma Isobike qui a dû être bien content et la Lidl Trek, qui sont bien contents d'avoir du coup seulement 2 quoi à gérer. Et si du coup ils voulaient en fait prendre l'échappée, mais pourquoi ils ont attendu là 10 km finalement pour Lucas Hamilton d'y aller une fois que l'écart est de 3 minutes? C'est trop bizarre. Et d'ailleurs j'ai l'impression que là Lucas Hamilton il suit pas le rythme de Fortunato aussi quand même. Et Lorenzo Fortunato il est obligé de dire à Hamilton allez mais suis-moi bon sang. Voilà, mais les Ineos ils sont dans un jour sans, hein. Un jour sans total. Alors qu'on arrive au sprint, ils vont évidemment pas se le disputer. C'est Enzo Paleni qui va passer en tête devant Taco van der Horn, simplement dans son relais. Si c'est Hamilton et Fortunato qui passent derrière, il restera 1 point pour le peloton. Alors est-ce que Mats Pedersen va essayer de le prendre? On va voir ça. Il va aller le prendre, son petit point Mats Pedersen, mais cette fois-ci, personne ne va lui contester, personne ne s'épuise. Tout le monde a compris que le maillot de Cyclamino... même si ça fait que 5 courses, il va être très 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 dur d'aller l'enlever désormais des épaules de Mats Pedersen. Et il fait honneur à son maillot rose. Il n'a même pas le maillot de Cyclamino sur les épaules, il a le maillot rose évidemment, puisque c'est le leader du classement général. Il fait une toute petite accélération pour prendre le petit point Mats Pedersen à ce sprint intermédiaire. Le peloton est à 4 minutes 50 derrière les 2 hommes de tête, l'écart qui grandit à vive allure. Et derrière, on a Lorenzo Fortunato qui est intercalé seul au final. Lucas Hamilton... c'est plus ou moins relevé, donc encore une fois un truc incompréhensible, il attaque et puis finalement il ne suit pas quand Fortunato accélère. Fortunato, il est à 2 minutes derrière Paleni et Van der Horn, il va faire un gros effort, mais il a encore 12 km pour revenir sur eux, pour aller chercher tous les points qu'il y a à prendre au sommet de cette ascension. Il le mérite, Lorenzo Fortunato, il a réussi à revenir sur l'échappée, il a fait un bel effort. Le fait que ça monte et que Enzo Paleni et Taco van der Horn ne soient pas les meilleurs grimpeurs du monde, ça lui a permis de revenir, je dirais pas facilement, mais efficacement. On est à 6 km du sommet de ce Valico di Monte Carruozzo et il rejoint donc les 2 hommes de tête. On a donc une échappée de 3 hommes avec Enzo Paleni, Lorenzo Fortunato et Taco van der Horn. Ces 3 hommes ont 4 minutes 30 d'avance sur le peloton. Et ça va être ça notre journée, hein. On se dirigeait vers un scénario beaucoup plus excitant quand on avait ces 7 hommes devant. On n'en a que 3, dont un qui n'est là que pour prendre les points de la montagne. Les chances d'une échappée victorieuse sont clairement beaucoup plus faibles désormais. On est à 175 km de l'arrivée, sous un ciel gris, et on annonce peut-être même de la pluie, voire des orages. Donc attention, ça aussi, ça pourrait avoir son influence si jamais ça venait à éclater. Il y aura 18 points pour celui qui passera en tête de ce sommet, et ça devrait être Lorenzo Fortunato, évidemment. Les autres ne vont pas aller lui disputer ça.
après l'effort qu'il a fait pour les rejoindre. Et il a bien fait de les rejoindre parce que c'est 18 points pour le premier, et c'est seulement 8 points pour le second, et 6 points pour le troisième. Donc il y a vraiment un gros écart entre le premier et les autres. Et Lorenzo Fortunato qui passe donc en tête devant Taco van der Horn et Enzo Paleni à 170 km de l'arrivée. L'écart qui a diminué, plus que 3 minutes et 15 secondes d'avance sur un peloton dans lequel est retourné Lucas Hamilton, qui a bel et bien attaqué seulement pendant 2 minutes avant de finalement de se faire rappeler et de se relever. On va voir dans le peloton, est-ce que Sylvain Moniquet, qu'on n'a pas vu tenter d'attaquer ou de prendre l'échappée, va aller prendre les petits points qui restent encore à prendre. Mais non, le peloton qui arrive à son tour et personne qui se bat pour aller prendre les petits points qui restaient. C'est la Visma Lease Bike qui est en tête du peloton et c'est donc des équipiers de Wout van Aert et de Olaf Koy qui prennent ces points. Peloton toujours groupé, même si on a vu beaucoup de sprinters dans la queue du peloton. Mais personne n'a été vraiment lâché dans cette ascension, malgré un rythme assez élevé, puisque l'écart avec l'échappée a diminué. Désormais, ça va être une longue descente, puis en vérité, il y a encore une ascension, 15 km, mais elle est seulement à 2% de moyenne, donc c'est plus ou moins plat jusqu'à la ligne finale. Lorenzo Fortunato qui va pas assister. Il a pris ses 18 points. Il avait commencé un petit peu dans la descente, mais là, il abandonne. Il laisse Enzo Paleni et Taco van der Horn seuls devant. Et c'est peut-être dû au fait qu'il commence à pleuvoir, et même à pleuvoir beaucoup. Il se dit que s'il est au chaud dans le peloton, il aura moins froid que se forcer à l'avant pour aller chercher quelques points dont il n'a pas forcément besoin. Il est largement en tête pour l'instant du classement de la montagne. Il vaut mieux garder des forces pour les grosses étapes qui vont arriver. Il a donc mis un kawaii et il va attendre le peloton. On a donc de nouveau plus que Taco van der Horn et Enzo Paleni seul en tête. Mais attention, cette pluie qui va rendre les choses un petit peu dangereuses, notamment s'il pleut encore dans le final pour le sprint. Il y a aussi quelques petites descentes où il faudra être vigilant. On est à 150 km de l'arrivée, donc encore très très loin de l'arrivée. Les échappés qui ont 3 minutes d'avance. Deuxième sprint intermédiaire de la journée. Enzo Paleni est passé devant Taco van der Horn, sans se battre évidemment. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est le peloton qui arrive maintenant 2 minutes et 22 secondes derrière les échappés. Olaf Koy, Mats Pedersen et Caden Groves qui vont s'y amuser. Ou c'est Jensen Plowright, l'un des deux. Et c'est Jensen Plowright qui fait encore une fois qui s'amuse, qui fait le gros sprint avec Olaf Koy, avec Mats Pedersen. Et c'est Plowright qui passe en tête là, devant Olaf Koy et Mats Pedersen qui perd ce sprint, qui ne prend qu'un petit point. C'est vraiment pour le fun qu'ils se font ce petit sprint, alors que la pluie continue de tomber fortement. Malgré ça, ça ne les a pas empêchés de prendre quelques risques pour aller faire ce sprint intermédiaire. Et les petits points qui restaient, 5 points donc pour Plowright, 3 pour Olaf Koy, 1 pour Pedersen. Et puis il y en avait eu 12 et 8 pour les deux échappés qui sont toujours devant et qu'on n'oublie pas évidemment. Même si l'espoir est faible, sachant qu'on est encore très loin de l'arrivée, 136 km exactement. Attention à la petite chute dans le peloton, dans une descente, la route est mouillée, il continue de pleuvoir. Deux coureurs à terre, c'est qui est là, c'est Filippo Zana pour la Jack Colula et c'est Lucas Hamilton pour Ineos Grenadier qui décidément vit pas la meilleure journée de sa carrière du tout. Il manquait plus que ça, une chute. Bon ça, ils sont tous les deux repartis. Changer de vélo pour Lucas Hamilton. Ils s'en sortent sans trop de mal. Ils n'allaient pas forcément très vite. Les coureurs sont très prudents dans cette descente parce que voilà, la route est humide. Mais même en faisant attention, on peut chuter et c'est ce qui s'est passé là pour ces deux coureurs qui ont pu repartir quand même. On est à 98 km de l'arrivée. Les deux échappés ont 1 minute et 16 secondes d'avance seulement. Donc voilà, l'écart qui diminue. On sent que ni le peloton ni les échappés ne poussent vraiment. Le peloton qui ne veut pas les reprendre trop vite. Les échappés qui ne veulent pas s'épuiser trop tôt. On va s'intéresser à ce Taco van der Horn, cet Hollandais de 31 ans qui a commencé sa carrière en division continentale du côté de la Cycling Team Jons Dererk aux Pays-Bas. Il a ensuite rejoint une autre équipe continentale avec la Romput Nederlandse Lottery. Et puis en 2019, il a rejoint d'un seul coup le World Tour et la Jumbo-Visma. Il a passé 2 saisons du côté de la team Jumbo-Visma avant de rejoindre l'Intermarché Venti Gobert Matériaux en 2021, qui est désormais l'Intermarché Venti où il se sent bien. Taco van der Horn, un baroudeur, tout simplement. C'est sa spécialité, c'est les échappées. Il compte 8 victoires dans sa carrière, dont 3 en World Tour, 2 sur le Tour du Benelux. À chaque fois en échappée et à chaque fois il résistait au retour du peloton pour quelques secondes et puis une sur le Giro déjà, c'était en 2021 et là aussi il résistait au retour du peloton pour 4 petites secondes. C'était un jour un petit peu comme aujourd'hui, sauf qu'ils étaient un peu plus nombreux, ils étaient 7 ou 8 dans l'échappée avec lui et c'était le dernier résistant. Ils n'étaient pas que 2 et ça change évidemment beaucoup de choses pour Taco van der Horn. Il a moins l'occasion de garder des forces
Cette saison, il a encore vraiment rien fait, si ce n'est sur Paris-Roubaix, où il allait chercher la 20e place du monument français. On le voit souvent sur les monuments, il a fait 5 fois Paris-Roubaix, 3 fois Milan-San Remo et 6 fois le Tour des Flandres. Et cette 20e place cette saison, c'est son meilleur résultat sur un monument. Non, il avait fait 16e également sur Paris-Roubaix. C'était en 2022. Voilà, c'est 16e son meilleure place. Donc un coureur résistant, s'il peut aller chercher des top 20 sur Paris-Roubaix, la longue distance, ça ne lui fait pas peur, la pluie non plus. Le problème, c'est qu'il est que 2 à l'avant avec Enzo Paleni pour l'accompagner et qu'il y a tout un peloton et des nombreuses équipes de sprinteurs qui veulent travailler, et notamment la Visma et The Bike qui fait l'essentiel du travail pour maintenir cet écart le plus faible possible, sachant qu'il reste encore tellement de temps pour aller les chercher, d'autant plus que ça va être quasiment plat jusqu'au final. C'est un col de 3e catégorie, ce Monteforto Irpino. Pourtant, il n'est fait que 2% de moyenne. Alors hier, on avait un col qui faisait 9% de moyenne, il était de 4e catégorie. Lui, il fait 2%, c'est à peine une montée. Et il est de 3e catégorie, c'est assez étonnant. C'est Enzo Paleni qui passe en tête devant Taco Van Der Horn. Ils ne se sont pas battus. Enzo Paleni qui était déjà passé en tête des 2 sprints intermédiaires et qui là passe tranquillement au sommet. Il reste quelques points à prendre dans le peloton. Et on va voir si Lorenzo Fortunato, il est aux avant-postes. Lorenzo Fortunato, il met une petite attaque, c'est le seul coureur intéressé. Il va prendre la 3e place et les 3 points qui vont avec. Il va donc augmenter encore son avance dans ce classement de la montagne. C'est le seul qui était intéressé. Il est fort possible qu'il défende son maillot vraiment jusqu'au bout. On a l'impression que déjà le maillot de Ciclamino avec Pedersen c'est fait. Le maillot de la montagne, c'est encore un peu plus serré, mais on sent que Lorenzo Fortunato est le seul coureur vraiment appliqué. Désormais, le seul autre point d'intérêt avant l'arrivée, c'est le sprint Red Bull qui sera dans une 30aine de kilomètres après une longue descente. On verra s'ils ont été repris ou non les échappés d'ici là. Et même s'ils n'ont pas été repris, il y aura 2 secondes à prendre pour le peloton. Donc on va voir qui s'y amusera à aller faire peut-être chercher ces 2 secondes. Est-ce qu'on va voir encore Primoz Roglic attaquer ? Pour l'instant, le rythme est vraiment tranquille. Alors ça avait commencé très vite, alors plus ça va et plus ils vont doucement. Les échappés font exprès d'aller tout doucement, j'ai l'impression, pour forcer le peloton lui aussi à aller doucement parce qu'il ne veut pas les reprendre trop tôt. Et du coup, le rythme est vraiment peinard. D'autant plus qu'il pleut, donc on fait attention en plus dans les descentes. Il reste encore 79 km et on ne vit pas l'étape du siècle. Oh, attention, il y a une grosse chute là. Il y a du monde impliqué dans le peloton. Et ouais, oh là 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 là. Oh, il y a du monde. Il y a vraiment du monde. Qu'est-ce qui s'est passé là ? On voit Adam Yates, on voit Richard Carapaz. On voit toute l'équipe IF qui est arrêtée. Oh, il y a un coureur Red Bull. Je me demande si c'est pas Roglic parce qu'il y a beaucoup de monde autour de lui. Oh, il y a vraiment beaucoup de monde qui s'est tombé. Il faut voir le ralenti. Kerben Terpstra aussi. Ils sont au moins une vingtaine, trentaine de coureurs à être là arrêtés. Certains boitillent, certains repartent, certains demandent un changement de vélo. C'est le chaos. Non, je crois que j'ai vu Roglic dans le peloton. Il me semble l'avoir juste aperçu là. Donc ça doit pas être lui qui est tombé. Et j'ai même l'impression que... Qu'est-ce qui se passe là ? On neutralise la course ? J'ai l'impression qu'on neutralise la course. Et ouais, course neutralisée. Oh, alors là, c'est un petit peu... Bon, c'est vrai que c'est une chute. Il y a eu du monde impliqué, mais ça a l'air quand même OK. C'est pas très juste pour les échappés. Il y a encore du monde dans le peloton. Ouais. Course neutralisée. Le temps qu'on fasse le point sur cette... C'est vrai qu'il y avait beaucoup de coureurs à terre. Alors, il faut faire... J'ai pas l'impression qu'il y avait des cas très très graves qui demandaient l'intervention d'une ambulance. Mais c'est vrai que c'était un petit peu bordélique. Donc, on préfère neutraliser la course. Là, on voit un coureur avec l'arcade en sang là quand même pour la Cofidis. Alors, il fait pas très très froid aujourd'hui. Hein, donc, voilà, ils vont pas être gelés comme on a pu voir sur Paris-Nice. On avait neutralisé la course et tout le monde était frigorifié. Là, il pleut, certes, ils sont humides, mais il fait une vingtaine de degrés, donc c'est un peu plus supportable. Mais voilà, course neutralisée. On espère que cette chute, on n'a toujours pas vu le ralenti, va mettre personne sur le carreau, et surtout aucun des grands favoris du général. Et on voit Paul Magnier qui se prend la tête dans les mains, il a l'air de s'être fait mal, Paul Magnier. Ah, il n'a pas de chance, Paul Magnier, c'est pas sa première chute de la saison. Il repart pas, il est debout, il est sur son vélo, mais il repart pas. Je pense que c'est plutôt Jay Hindley, le coureur pour la Red Bull, qui est toujours à terre, avec tous ses coéquipiers autour de lui, et tous ses coéquipiers sauf Roglic évidemment qui lui reste dans le peloton. Mais Yann Tratnik, Daniel Martinez sont là aux côtés de Jay Hindley qui ne se relève pas, il reste assis. Donc ça va, il n'est pas inconscient ou quoi que ce soit, mais il reste assis. Oh là là, une étape anodine, il ne se passe quasiment rien, c'était juste une ligne droite. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ne vont pas nous le montrer ce ralenti pour qu'on sache d'où est venue cette chute. Ah bah ça y est, là on revoit le ralenti. Alors vu de face, c'est Jay Hindley. C'est Jay Hindley qui était donc très haut dans le peloton, dans la roue de Roglic, qui est le premier à tomber. Et il emmène tous ceux qui étaient derrière. Voilà, c'est Jay Hindley qui est le premier à être tombé. Et ça a fait vraiment carambolage puisqu'il était dans les premières places du peloton. Il a glissé. Est-ce qu'il y a eu un contact de roue ? On ne sait pas.
Il a mis un petit coup de frein peut-être trop sec. La route mouillée, il est parti. Et derrière, tous ceux qui étaient derrière sont tombés. C'est lui qui s'est probablement fait le plus mal, même si on voit que Paul Magnier est un peu, avait l'air déçu. Je ne sais pas s'il s'est fait mal et doit abandonner. On a vu Derek J très retardé. Richard Carapaz, toute l'équipe IF. Lorenzo Fortunato aussi parmi les coureurs qui ont été retardés ou qui sont un peu tombés. Pas mal de coureurs de la Cofidis aussi. Ouais, c'était un gros chaos. On a vu Adam Yates aussi qui a chuté. Là, on voit Lorenzo Fortunato qui montre son casque qui a pris un coup. Course neutralisée. En attendant que tout le monde revienne un peu dans le peloton, reprenne ses esprits. Alors, ils ne sont pas arrêtés. Les coureurs continuent d'avancer, mais ils avancent au train derrière les voitures. Les coureurs qui sont finalement arrêtés, je pense qu'on va peut-être repartir. En tout cas, ça discute beaucoup. On a vu Primoz Roglic, on a vu Rafał Majka, on a vu Mattia Cattaneo, qui sont un peu les boss du peloton, parler avec les organisateurs. Alors, qu'est-ce que veulent les coureurs ? Probablement que certains coureurs, notamment ceux du général, veulent la neutralisation de la course. Sûrement que les équipes de sprinteurs aimeraient reprendre. En tout cas, cette chute a fait 2 victimes. Jay Hindley, qui abandonne, et Joseph Cerny, de la Soudal Quick-Step, qui abandonne aussi. Jay Hindley, c'est plus pour une commotion. Là, il est tombé durement et il a pris le choc à la tête. Joseph Cerny s'est plutôt fait mal au genou. On a vu d'autres coureurs avec des éraflures, du sang, comme Lorenzo Fortunato, comme Richard Carapaz. Et désormais, ça discute. On voit les organisateurs qui sont au bord de la route. Et il pleut même pas là où ils sont. Donc, je ne sais pas ce qui va se décider. Évidemment, les organisateurs, ils veulent reprendre. Je pense que les coureurs aimeraient plutôt la neutralisation totale. Mais j'ai l'impression qu'il ne pleut plus. Donc là, il y a dilemme. C'est reparti à 59 km de l'arrivée. La course qui recommence avec donc 2 coureurs de moins, Jay Hindley et Joseph Cerny, plus quelques coureurs amochés. On a vu Derek J aussi, je crois, montrer ses blessures au médecin. Alors, est-ce qu'il y a forcément des coureurs qui sont un petit peu moins impliqués que d'autres là ? Mais il reste encore du temps, 60 km. Ça va laisser le temps à tout le monde de reprendre ses esprits et de se remettre en mode course. Les échappés sont repartis avec l'écart qu'ils avaient, c'est-à-dire 50 secondes. On a toujours Enzo Paleni et Taco van der Horn devant. Eux, ils ont dû peut-être reprendre un petit peu de force et vont retenter de mener la vie dure au peloton. C'est la Picnic Postenel, la Decathlon et la Visma Isobike qui sont en tête du peloton. Eux, c'est des équipes qui voulaient reprendre. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des sprinteurs dans leur équipe. Ils n'avaient pas du tout envie que ce soit neutralisé. À l'inverse d'un Primoz Roglic qui vient de perdre Jay Hindley, qui n'a pas envie de perdre plus. Mais il faut penser à tout le monde et honnêtement, il ne pleut plus. La route là où ils sont en train de rouler est sec. S'ils annulaient la course, ça aurait été assez terrible. Ça veut dire qu'on ne fait plus jamais de vélo quand il pleut. Là, ça devient un petit peu impossible. Ça serait la fin de ce sport, tout simplement. Donc c'est logique que la course ait repris. Parce que là, il y a plus de danger. Et Tcherny, au final, il n'a pas abandonné. Alors qu'on nous avait dit qu'il avait abandonné. On l'a vu rentrer dans l'ambulance. Mais là, il est sur son vélo. Il a un énorme pansement au-dessus du genou. La chaussette, censée être blanche, elle est toute rouge. Mais il est reparti. Il n'est même pas dans le peloton. Donc là, il va falloir qu'il se fasse mal s'il veut revenir. Il n'a pas abandonné Joseph Cerny. Pas encore, en tout cas. 50 km de l'arrivée. L'écart qui n'a pas changé entre les échappés et le peloton. Par contre, on a plus d'informations sur le déroulé de la course. En fait, il n'y aura pas de différence de temps. C'est-à-dire que même si vous êtes lâché dès maintenant, vous arrivez avec 5 minutes de retard, vous serez classé dans le même temps que le vainqueur. Donc, les coureurs du classement général n'auront pas à prendre des risques dans les 10-15 derniers kilomètres. Ils peuvent y aller mollo. Et ça a donc que les équipes de sprinteurs et les sprinteurs qui vont s'expliquer dans le final. Ça devrait du coup donner un peloton un petit peu moins fourni et donc diminuer les risques de chute. C'est probablement la meilleure des décisions possibles. On vient de passer le sprinter Red Bull, mais là aussi, le sprinter Red Bull n'accordait aucune bonification. Donc on ne s'est pas battu pour celui-là. Par contre, il y aura bien un vainqueur d'étape et aussi des classements du meilleur sprinter. Je pense les points pour le maillot de Cyclamino seront bien distribués à l'arrivée. Donc les sprinters vont être intéressés pour cette victoire d'étape. Par contre, pour les coureurs du classement général, ou pour Joseph Cerny qui est loin derrière, il va pouvoir finir l'étape. Il ne sera pas hors limite, il n'y aura pas de délai et pas de temps pris. Tout le monde dans le temps du vainqueur, quelle que soit sa position. 20 km de l'arrivée, les échappés qui font du beau boulot pour résister, ils ont toujours 30 secondes d'avance, ils vont vraiment au même rythme à peu près que le peloton. Et je peux déjà vous annoncer que Mats Pedersen ne remportera pas le sprint, tout simplement parce qu'il est dans le groupe avec tous les coureurs du classement général, avec tous ceux qui ne sont pas intéressés pour faire le sprint. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ne vont pas non plus donner les points du maillot de Cyclamino à l'arrivée, donc il n'y aura pas de temps pris, mais pas non plus de points au classement du meilleur sprinter. Et du coup, Mats Pedersen, il ne va pas aller se risquer un sprint, perdre des forces alors qu'il n'y a aucun point à prendre. Il a déjà gagné 3 étapes et donc vraiment le seul, unique enjeu, mais il est énorme, c'est la victoire d'étape. Aujourd'hui, le prestige d'une victoire sur le Giro dans les rues de Naples. Mais voilà, il n'y aura pas de points à prendre, pas de
de temps. Du coup, on a un peloton qui est un petit peu déjà moindre. À 20 km de l'arrivée, on n'a plus que 80 coureurs, 70 dans le peloton. Et on a un groupe avec le maillot rose, avec Roglic, avec les favoris, qui est plus loin, qui va finir tranquillement en roue libre. Mais on voit des équipes intéressées pour rattraper les échappées. On voit la Poltivit Malta, qui travaille probablement pour Giovanni Leonardi. On a toujours la Picnic Postenel de Casper Van Unden. On a la Visma Lease the Bike, tout le monde est là pour travailler pour Olaf Koy. L'Alpecin de Koenig de Caden Groves est aussi là. Donc voilà, tous les autres sprinteurs, à part Mats Pedersen, sont là et vont s'affronter dans un final qui s'annonce un petit peu différent de ce qu'on attendait, puisque voilà, le peloton sera divisé de moitié. Quelques équipiers ne seront plus là. Ça rebat un petit peu les cartes. Et quand il n'y a pas la Lidl Trek, c'est pas tout à fait la même histoire. Ils n'arrivent pas à les rattraper, ces deux échappés. On voit l'Alpecin de Koenig, la Cofidis, désormais aussi à l'avant, qui aide la Visma, qui aide la DSM, qui aide la Poltivit Malta, la Bardiani. Parce que l'écart qui a légèrement monté, c'était redescendu à 19 secondes. Et désormais, il y a 27 secondes d'avance à 6 km de l'arrivée pour Enzo Paleni et Taco van der Horn. Donc attention, on commence à s'inquiéter, d'autant plus que dans les derniers kilomètres, il y a plutôt des virages, ce qui ont tendance à avantager les coureurs, les petits groupes, les coureurs isolés, plutôt qu'un peloton. Alors là, si cet échappé va au bout, ce serait vraiment improbable. Mais ils peuvent un petit peu profiter des circonstances de course. Toutes les équipes ne sont pas impliquées, notamment il n'y a pas la Lidl Trek, et puis il y a des équipiers qui manquent. Alors voilà, l'Alpecin de Koenig qui est en force, ils ont encore 4-5 coureurs, commence à s'inquiéter un peu dans le peloton. 3 km de l'arrivée et il n'y a plus que 9 secondes. C'est l'Alpecin de Koenig qui fait le gros effort. C'est les plus nombreux. Et c'est eux qui vont permettre de revenir probablement sur l'échappée malgré tout. On vient de passer la ligne des 3 km. Voilà, on a un supporter là qui... c'est pas vraiment un supporter, c'est plus un protestant qui passe avec une banderole tout près des coureurs. C'était très dangereux. Il est en train de se faire poursuivre par des vrais supporters qui vont probablement lui faire passer un sale quart d'heure. Pendant ce temps, l'échappée est repris. Ouais, c'est dommage. 2 km 500 de l'arrivée, ils sont repris. Malgré tout. Et désormais, ça va être les équipes de sprinteurs. On voit la Decathlon qui est là bien placée pour Sam Bennett. On a la Tudor qui a aussi du monde. La Bahrain Victorieuse qui est là aussi pour Matej Goveka. Par contre, il y a quand même plus grand monde dans le peloton. Ils sont, on va dire, 40 coureurs dans le peloton. C'est étonnant, c'est une étape en ligne. Il ne reste plus que ceux qui ont vraiment l'intérêt de s'imposer. Milan Fretin qui est aussi là pour la Cofidis. Il n'a pas vraiment d'équipier. Giovanni Leonardi pour la Poltivit Malta, je pense qu'il est aussi tout seul. Olaf Koy, lui, il a 2 équipiers pour l'aider. C'est Wout van Aert. Il est dans la roue de Wout van Aert, Olaf Koy. On a un coureur pour l'Astana, Max Canter, dans la roue de Michael Zilliard pour la Tudor. On a 3 coureurs de l'Alpecin de Koenig aux 3 premières places. Parfaitement placé, Caden Groves. Mais attention, il reste encore 1 km 200. Et c'est Milan Fretin qui est dans la roue de Groves. Derrière, on a les 2 coureurs de la Tudor. Derrière, le coureur d'Astana. La Decathlon qui décide de prendre l'autre côté de la route pour remonter Sam Bennett. Olaf Koy est encore plus loin. Et là, il y a un coureur de l'Alpecin qui est même... qui a fait l'écart avec le peloton. En fait, il tente de faire le coup du kilomètre, le coureur de l'Alpecin. Et du coup, c'est Wout van Aert lui-même qui doit se dépêcher pour revenir sur le coureur de l'Alpecin. Ça n'a pas marché leur coup. Allez, Wout van Aert qui passe le coureur de l'Alpecin. Derrière, c'est la Poltivit Malta qui ramène le peloton avec un coureur de la Q36.5. Peut-être Moschetti aussi bien placé. Van Aert qui garde 30 mètres d'avance sur le peloton. Il n'est pas du tout en train de lancer Olaf Koy. Et allez, c'est parti pour le sprint finalement. Van Aert repris, c'est Matteo Moschetti qui est le premier à lancer. Olaf Koy qui, attention, dans les barrières, qui peut pas passer. Il est bloqué par Moschetti, c'est chaud. Ouais. Et du coup, c'est Caden Groves qui, de l'autre côté, avait le champ libre et qui va aller s'imposer devant Milan Fretin. Olaf Koy était complètement bloqué par Moschetti. Il est passé pas loin de la chute. Et tout l'autre côté de la route était libre. Et Caden Groves en a profité pour passer et va aller chercher la victoire. Et la Visma qui s'est ratée. Wout van Aert qui a tenté le coup du kilomètre en reprenant le coureur de l'Alpecin qui avait fait qui a eu la même idée. Mais derrière, c'est la Poltivit Malta qui a bien travaillé pour ramener tout le monde. Moschetti a ensuite lancé le sprint le long de la barrière. Il a un petit peu bloqué Olaf Koy. Je ne sais pas s'il y aura une disqualification ou pas. Il a plutôt suivi sa ligne, mais Olaf Koy ne pouvait pas trop passer. De l'autre côté, Groves a eu le champ libre pour être parfaitement lancé, pour dépasser tout le monde. Il s'impose avec plus d'un vélo d'avance. Il me semble, c'est Milan Fretin qui prend la 2e place. D'ailleurs, c'est serré pour 2, 3, 4. Un petit peu tout le monde sous la même ligne. Mais la victoire est pour Groves. Et la déception, encore pour la Visma Lease the Bike. Et alors que là, arrive sur la ligne Enzo Paleni et Taco van der Horn. Ils sont restés ensemble. Ils se sont fait évidemment lâcher. Ils arrivent 1 minute 30 après Caden Groves. Ils sont restés ensemble tous les deux. Ils ont vécu une belle aventure devant. Ça n'aura pas été suffisant. C'était Jensen Purwhite, on revoit le ralenti là, qui a fait tenter de sortir. Puis Wout van Aert qui l'a rattrapé. Et Wout van Aert qui continuait son effort. Mais il avait encore 500 mètres à faire tout seul.
Et c'est la Pole Tizit Malta. Hein. C'est vraiment la Pole Tizit Malta qui a ramené tout le monde. Il y avait encore un équipier pour Lonardi. Et en fait, tout le monde a suivi Moschetti. Oh, c'était chaud entre Moschetti et Olaf Koy. À mon avis, Moschetti va se faire disqualifier. Et personne n'a suivi Caden Groves, qui était tout seul dans la droite de la route et qui a fini facilement. Tout le monde a pris la mauvaise roue. Tout le monde a voulu suivre Koy, qui était bloqué par Moschetti. Et Groves, de l'autre côté, a passé tout seul. Derrière, je crois que Paul Magnier vient faire la 3e place. Il était là dans le final. Ça va être Max Canter 4e et Lonardi 5e. Tout le monde bloqué contre les barrières sur la gauche et personne à droite. C'était vraiment le champ libre pour Caden Groves. Étrange cette étape. On aura un petit peu tout eu. On a eu d'abord les Ineos qui courent après leur propre coureur dans l'échappée et qui du coup condamnent l'échappée. Puis une longue étape où il se passait quasiment rien avec 2 coureurs à l'avant condamnés d'avance, on pensait. Puis cette chute massive qui a éliminé Jay Hindley et plus quelques autres et qui surtout a entraîné la neutralisation de la course. Du coup, on décide qu'il n'y aura pas de temps pris ni de points au maillot de Ciclamino à l'arrivée. Du coup, plein de coureurs qui se laissent aller, finissent tranquillement et un sprint dans un peloton très réduit remporté par Caden Groves après avoir repris les 2 hommes de tête finalement à quelques kilomètres de la ligne. Caden Groves qui donc devance Milan Fretin pour la Cofidis et Paul Magnier de la Soudal Quick-Step. À noter que c'est la première victoire de la saison pour Caden Groves. Il n'avait pas encore gagné. Ça va donc lui faire du bien à l'Australien. Le top 10 complété par Max Canter 4e, Giovanni Lonardi 5e, Michael Zilliard 6e, Martin Marcelluzzi pour la Bardiani vient prendre la 7e place, alors que Matteo Moschetti, qui avait fait 8e, a bel et bien été relégué. Et il a été relégué dernier, 176e. Pourquoi ? Parce que forcément, comme tout le monde finit dans le même temps, il est relégué en dernière position de son groupe. Mais vu que le groupe, c'était tout le monde, il termine dernier de l'étape. Luca Mozzato prend donc finalement la 8e place devant Matej Kovekar 9e et Olaf Koy, qui encore une fois n'a pas pu sprinter, vient terminer 10e, juste devant des autres sprinteurs comme Sam Bennett, Filippo Fiorelli, Tord Goodmestad. 3 abandons au final suite à cette chute, on les a dit, Jay Hindley, Yuri Holman et Dion Smith. Alors qu'on a un coureur qui n'avait pas pris part à la course ce matin, c'est Alessandro Pinarello, l'italien de la Bardiani. Aucun changement du coup dans les classements généraux, puisque on prend ni temps ni point. Mats Pedersen toujours leader devant Roglic et Matthias Vacek, tout comme au classement par points. Il devance Olaf Koy et Casper Van Hunden. Au classement de la montagne, Lorenzo Fortunato leader devant Silva Monique et Enzo Paleni, qui en prenant quelques points aujourd'hui monte à la 3e place. Pas de changement non plus au classement du meilleur jeune pour Matthias Vacek devant Del Toro et Juan Ayuso. Demain, ça sera une étape différente, ça sera la première, normalement, explication. Entre les favoris, ça commence déjà en montée. 8 km à 6%, qui devrait permettre aux échappés peut-être de partir. Ensuite, on a 2 cols de 2e catégorie. L'un qui fait 5 km à 9% et l'un qui fait 21,5 km, mais à 3,6% de moyenne. Et puis, on aura un final avec la montée de Tagliacozzo, 12 km à 6%. Et surtout, les 2,5 derniers kilomètres sont à plus de 9% de moyenne. Arrivé au sommet, il n'y en a pas beaucoup dans ce Giro, il faudra en profiter, ça sera demain. Et ça devrait permettre à Roglic et Ayuso, qui sont les 2 favoris de s'affronter. On n'oublie pas les autres coureurs qui sont là, comme Bernal, comme Carapaz, comme Yates, comme Tiberi, comme Gaudu et Bardet aussi, côté français. Ça sera normalement la première explication entre leaders demain sur les routes du Giro. Salut à tous, salut à toutes. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.